Bonjour à tous, on est samedi et comme tous les samedis maintenant, il y a notre 6e CQFR de la semaine, celui où on répond aux questions, le ce à quoi il fallait répondre. À mes côtés, pour être testé par nos auditeurs, il y a Théo et Shai. Shai qui va être justement celui qui nous pose des questions. Les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. Et Shai, je vais te laisser la parole du coup. Allez, à toi l'honneur. Absolument, absolument en forme après avoir regardé vos mails comme à chaque fois, hein. C'est toujours un petit moment de détente et de plaisir de regarder vos mails et puis parfois vos petites piques aussi, c'est assez drôle. Il n'y en a pas trop cette semaine, mais c'était plutôt marrant. Je vais vous lire la première question qui nous est posée par Olivier, qui nous dit: Salut la team, je vous ai découvert lors des derniers playoffs et depuis, je suis accro à tous vos podcasts et découvert vos MOOC. Je me suis aussi rendu compte que j'avais déjà un lien avec Rivers via le vin, une autre de mes passions. Ça, on pourra peut-être expliquer, effectivement, à ceux qui ne connaissent pas le lien entre Rivers et le vin. Du coup, mille merci pour tout votre contenu super quali et votre passion. Sa question donc, j'avais une question pour vous sur les JO et particulièrement sur les Avengers. J'étais très déçu par l'attitude des Américains pendant ces JO et surtout après leur victoire contre la France. Je les ai trouvés irrespectueux et arrogants, manquant d'humilité alors qu'ils auraient pu perdre leurs 2 derniers matchs. Même Steph, que je trouve plus sobre et que j'adore, m'a énormément déçu. Que ce soit KD ou LeBron, je m'y attendais un peu, mais certainement pas Steph. J'en parle avec des potes et ils ont un peu le même sentiment. D'ailleurs, j'ai trouvé un peu la même attitude chez les femmes lors du match contre le Nigeria, notamment lors de l'embrouille de fin de match. Par contre, en finale, je les ai trouvées plus humbles et respectueuses des Françaises. Du coup, je voulais savoir si vous aviez eu le même sentiment de votre côté, ou est-ce que je suis juste trop mauvais perdant et patriote? Et si vous êtes d'accord, à votre avis, pourquoi personne n'en a parlé? Allez, vas-y, je me Vas-y. lance. Ouais, Ouais, vas-y, Théo. ouais, je partage, mais en partie seulement. Effectivement, je pense que ce à quoi Team USA s'attendait pas, du moins les joueurs de cette équipe, ils s'attendaient pas à pas être les favoris en fait. Je pense que leur étiquette d'Avengers, ils y ont vraiment cru tout du long et qu'ils pensaient qu'ils allaient juste avoir un rôle de superstar et venir aux Jeux Olympiques et que tout le monde allait les acclamer. Et je pense que pour certains, ils ont été surpris de voir que c'était pas le cas. Je pense qu'ils ont été très surpris de voir les huées de Joel Embiid et que finalement en tant que coéquipiers, ils se sont un peu, parfois ça les a peut-être un petit peu, je vais pas dire soudés, mais qui se sont sentis un petit peu agressés ou pointés du doigt. Et j'ai le même sentiment avec les filles. Je me rappelle plus quel est le match. Tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire, Shai, mais il y a un match où le public était clairement pour l'adversaire de Team USA et il restait que quelques secondes, le match était plié. Et Sabrina Ionescu, après un dernier tir à 3 points qu'elle a mis de loin, elle a fait signe au public de se taire. Je sais plus quel match c'était pas contre la France pourtant. C'était contre la Belgique, je crois. C'était contre la Belgique, voilà. Ouais, ça explique le fait que le public ait été acquis à la cause des Belges, vu le nombre de Belges qui étaient là. Puis le fait que c'est un pays ami. Donc, Voilà, donc je pense qu'ils ont été un petit peu surpris et qu'ils se sont sentis peut-être parfois un peu, attaqués. Les Américains aiment bien se sentir vite attaqués de manière générale, mais je pense que c'est un petit peu le cas quand même. Et que du coup, voilà, effectivement, je comprends ce que dit notre auditeur. Pour le coup, je les ai quand même trouvés moins imbuvables que l'équipe de 2000 qui avait été une des pires, je pense, horrible. Notamment. Et celle de 2002, finalement, qui perd au championnat du monde, elle s'en prend plein la gueule à cause de cette équipe de 2000, vraiment. Et puis, pour ce qui est de la finale des filles, en tout cas, elles ont été plus humbles parce que l'équipe de France les a remis un peu les pieds sur terre, en fait, tout simplement. Il y a ça aussi, c'est que tu sentais qu'il y avait, limite au coup de sifflet, il y avait plus de soulagement que de joie du côté de Team USS, qu'en dit long sur la performance des Bleus. Ouais, moi je suis pas surpris de voir des Américains paraître un peu arrogant. Je pense que c'est presque partie de la culture à ce stade. Je suis pas surpris pour Stephen Curry. Stephen Curry, ça fait un moment qu'il est arrogant quand il célèbre. Il y en a plein qui l'ont déjà souligné en NBA, c'est arrivé. Il a un côté très arrogant, Stephen Curry lui aussi. Ça fait partie de son ADN. Maintenant, je trouvais ça plutôt bon enfant. Enfin, je veux dire, ça me choque pas plus que ça. Je suis pas très surpris, je suis pas outré par l'attitude des Américains déjà, parce que quelque part, je m'y attends peut-être un petit peu. Et je rejoins ce que tu as dit, Théo. Je pense qu'ils s'attendaient pas à être bousculés. Puis surtout, c'est plus Barcelone 92, tu vois, où tout le monde est là, waouh, émerveillé. Bah non, le basket est de plus en plus international. Les gens suivent le basket, ils suivent la NBA, ils savent à qui ils ont affaire. Ils ont des joueurs qu'ils aiment bien, d'autres qu'ils aiment moins. Ils supportent leur équipe où il y en a aussi beaucoup qui avaient envie de voir les Américains perdre. Et bah oui, je pense un peu comme toi que ça les a un peu... ouais, tu vois, tu te fais siffler, tu as l'impression que ils sont contre nous, c'est nous contre le monde, on va leur montrer. Donc bon, après voilà, bravo eux, ils ont gagné au final et les gens comme moi peuvent que ravaler leur somme, mais, mais je ne l'ai pas particulièrement outré, honnêtement. Il y a pire, je pense qu'il y a déjà eu pire. Et tu as raison, Jeux Olympiques 2000, je crois qu'on ne fera jamais pire. De toute façon, c'était une équipe avec Kevin Garnett.
Payton. Moi, c'est la pire équipe. C'est-à-dire que ça roulait des mécaniques, tous les joueurs individuellement, tu sentais vraiment qu'ils se sentaient ultra supérieurs à tout le monde. Je dis pas que là, les joueurs américains se sentaient pas ultra supérieurs à tout le monde, hein, mais comparé à d'autres équipes, là, à la limite, celle-là, elle a peut-être eu l'impression parfois que ça manquait un peu de révérence à son égard. Vous voyez, peut-être des trucs comme ça. Peut-être qu'il s'attendait à être plus, je sais pas, adulé, idolâtré par les fans locaux, j'en sais rien. Mais c'est clairement pas la pire, hein. Et puis, bon, ça dépend ce qu'on appelle l'arrogance et de quel comportement on parle. Globalement, franchement, ils m'ont pas choqué comparé à ce qu'on a pu voir. Si c'est juste des trucs d'encouragement où ils se checkent, où ils font des célébrations, bon, franchement, ça, c'est pas. Vraiment, l'équipe de 2000, il faudrait re-regarder les matchs, hein. Juste le langage corporel et la manière dont ils se comportaient tous, c'était juste horrible. Mais bon. Et pour les filles, moi, j'ai pas ressenti ça. Après, je suis peut-être pas objectif parce que c'est une équipe que je préfère, l'équipe masculine, peut-être. Je dis pas que sur une ou deux situations, elles ont pas trash talké aussi. Contre le Nigeria, c'est un peu particulier parce que les Nigérianes, aux trois quarts, c'est des joueuses qui ont joué à la fac aux États-Unis, qui connaissent parfois les filles en question. Donc, il y a un petit sentiment de revanche et de rivalité. Peut-être c'est pour ça que ça s'est un peu accroché. Mais globalement, je les ai pas trouvées spécialement imbus de leur personne ou je trouve pas qu'elles aient manqué de respect aux adversaires en général. Bon, c'est que mon avis, hein. Après, juste pour finir, mais vous en aviez parlé dans un CQFR cette semaine, c'est plus le petit tweet de Kevin Durant une fois que tu as gagné. Oui. Là, pour le coup, je partage l'avis de Dennis Schroeder. Je veux dire, t'as un grand champion, t'as une médaille d'or autour du cou. Qu'est-ce que tu fais à aller remettre une pique comme ça? D'autant que il n'avait pas annoncé qu'ils allaient gagner 35 points tous les matchs, Kevin Durant, avant les Jeux Olympiques. Putain, tu te sors de l'équipe de France, bravo à toi, tu as gagné, t'es champion olympique, mais c'était quand même assez serré. Voilà, je pense qu'effectivement, j'ai rien contre Kevin Durant en règle générale, mais je partage l'avis de Dennis Schroeder dans le sens où, pour le coup, ouais, je trouve que c'est un manque de classe. Quand tu as gagné, tu peux. Voilà. Tu trouves aussi que KD a été weak, comme il a dit. Bah, oui, j'irai pas forcément jusque-là, mais par contre, c'est sûr il est pas aussi bien dans ses baskets qu'il a l'air de vouloir le proclamer à longueur de tweet, parce que sinon, il serait peut-être un peu moins à répondre à Dennis Schroeder comme à tous les œufs et les avatars de manga dont parlait Antoine, qui lui envoient des messages, quoi. On a une autre question sur les JO, je crois que c'est la seule autre qu'on a cette semaine. Une question de Vincent qui nous dit tout d'abord merci pour vos vidéos tous les jours qui aident à bosser. Même si je ne suis pas toujours d'accord avec vous, Kobe est évidemment le GOAT, qui pourrait en douter. Vos analyses sont toujours mesurées et pertinentes, ce qui compense les pronos douteux de certains. My bad. Ma question porte sur le tournoi des JO en basket féminin. J'ai été choqué par la différence d'arbitrage entre le basket masculin et le basket féminin. J'ai trouvé l'arbitrage du basket féminin très en deçà de ce que devrait être l'arbitrage d'une compétition olympique. Je ne parle pas uniquement des erreurs en défaveur de la France, mais de manière globale sur l'ensemble du tournoi. De nombreuses fautes assez évidentes n'ont pas été sifflées, les contacts sur les meneuses notamment. Parfois, on avait l'impression que les arbitres cherchaient à compenser des calls oubliés quelques possessions auparavant, ce qui n'est pas mieux. Quel a été votre sentiment au sujet de l'arbitrage du tournoi féminin? Y a-t-il une explication à cette différence entre les femmes et les hommes? Est-ce habituel ou uniquement sur ce tournoi? Merci par avance. Moi, en fait, je trouve que la problématique, quelles que soient les compétitions internationales, c'est un peu toujours la même. C'est le manque de cohérence, en fait, entre les différents corps arbitraux. On sait qu'il y a des arbitres qui viennent de différents championnats, donc n'ont pas la même culture du jeu. Effectivement, par moment, je ne sais plus quels étaient les matchs du tournoi féminin. Un match gagné par l'équipe de France, peut-être bien contre la Belgique. C'est la Belgique qu'on sort en demi, je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça. Où il y a un moment, très physique, justement. Ouais, on met les mains partout, il n'y a aucun coup de sifflet. Tu dis, bon, tant mieux, nous on prend, mais c'est vrai que c'est limite. Et en fait, je trouve que c'est vraiment la difficulté. Et ça m'avait encore plus choqué au dernier championnat du monde, la dernière Coupe du Monde de garçons, où d'un match sur l'autre, c'était incompréhensible ce qui était ou ce qui n'était pas une faute antisportive. Tu avais l'impression que c'était vraiment, tu jetais une pièce en l'air. Et je pense que ça, c'est un vrai problème, par contre, structurel. Il faut qu'on puisse avoir des championnats qui sont quand même avec une meilleure harmonisation. Alors j'imagine bien qu'il y a des briefings des arbitres en amont quand même de ces compétitions-là pour essayer de mettre un certain nombre de choses au clair, mais ouais, je comprends. Ça reste vraiment la grosse difficulté, je trouve, même pour les athlètes, c'est que d'un match à l'autre ou même au sein d'un même match, tu sais pas trop ce que tu peux avoir le droit de faire ou pas le faire. Et ça, à tous les niveaux, on sait que c'est la grosse difficulté quand tu es joueur. Tu attends de voir ce que les arbitres vont sanctionner pour ensuite pouvoir t'adapter. Mais si tu as l'impression que d'une action sur l'autre, c'est pas la même chose qui est sifflée, c'est vraiment problématique. Ouais, moi, je vais dans ton sens. Je fais pas assez gaffe, en fait. Mais je suis d'accord que ça peut être
ça peut être vraiment chiant quand finalement, comme tu as dit, tu passes d'un match à l'autre et les règles te paraissent être différentes, te semblent être différentes. Il faudrait qu'il y ait effectivement peut-être en amont, enfin, j'imagine qu'il y a, c'est ça le pire, ou s'il n'y a pas, c'est limite enfin, tu te dis comment ils peuvent ne pas réfléchir avant les compétitions, réunir les arbitres et dire on va essayer de siffler tel comme ça, comme ça, comme ça. En tout cas, s'il n'y a pas, c'est chaud, et s'il y a et que malgré ça il y a des problèmes, c'est chaud. Donc voilà. C'est compliqué parce que ça me fait penser on avait fait une interview de Johan Rosso il y a quelques mois là, qui est un des meilleurs arbitres du monde et qui était encore présent là pendant ces JO. C'est vrai que tout le monde n'arbitre pas exactement de la même manière. C'est parfois des zones un peu floues et du coup ça peut frustrer des joueurs, ça peut frustrer des équipes, ça provoque des sentiments d'incompréhension et c'est ce que certaines équipes ont ressenti. Tu avais raison de parler du Belgique-France, Théo, parce que en plus, pour le coup, j'ai regardé le match, j'étais en Belgique, donc j'étais avec des gens qui étaient un peu plus partisans. Et c'est vrai que je pense que si le match tourne en faveur de la Belgique et si l'arbitrage est un peu différent, c'est les Françaises qui râlent sur le côté beaucoup trop physique et sur les coups de sifflet ou l'absence de coups de sifflet sur ces matchs-là. Mais là, sur la question qui nous posait Vincent, c'est pas que c'est une habitude ou pas, mais moi, quand je regarde la différence que je vois entre les deux types de jeux, c'est que les joueuses, pour l'instant, en tout cas à l'heure actuelle, elles essayent un peu moins d'abuser les arbitres. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des joueuses qui flopent et tout, mais sur l'ensemble d'un match, quand je regarde un match de NBA contre un match de WNBA, je vois moins de flopping et d'exagération des fautes. Donc c'est pour ça que je décrirais ça comme plus physique. Et parfois, l'arbitrage est plus permissif aussi, ça ne siffle pas tout le temps. Ça n'empêche pas qu'il y a parfois le manque de cohésion d'un match à l'autre, d'une mi-temps à l'autre, et ça provoque des incompréhensions. C'est partout pareil. Là, sur ces JO, c'était la même chose. Ce serait bien qu'il y ait une vraie uniformisation sur ce qui est sifflé ou pas, sur ce qui est permis ou non, et ça, c'est même pas une question de différence entre le basket féminin et masculin, hein. C'est global au niveau de la FIBA, je pense. Oui, d'ailleurs, je sais que c'était pas sur le tournoi féminin, mais j'ai trouvé vraiment intéressant finalement les propos de Luoldeng et de Royal Ivy, le coach du Soudan du Sud. Voilà, qui tous les deux trouvaient que leur équipe avait été pénalisée finalement durant ces Jeux Olympiques parce qu'il n'y avait pas d'arbitre africain représenté et qui avait selon eux une spécificité culturelle au basket africain, propre au basket africain. Ils disaient pourquoi est-ce que ça serait uniquement sifflé comme le basket européen et pas pourquoi est-ce que ça serait pas justement, il n'y aurait pas une espèce de compromis ou une manière pour nous de pouvoir jouer notre basket et d'être respecté en tant que tel. Alors j'ai pas de réponse, j'ai pas un avis fort en fait non plus sur l'interpellation du Soudan du Sud, mais j'ai trouvé que c'était intéressant en tout cas effectivement comme question parce que ça soulevait cette question autour de l'arbitrage et du manque de cohésion finalement qu'on peut trouver. Ouais. Ou de cohérence plutôt. Très bien, question suivante les gars, question de Bast de Bruxelles. Bonjour à tous, une fois de plus merci pour vos podcasts quotidiens qui sont un incontournable de mes matinées et de mes tâches ménagères. J'étais un des premiers à le dire et je vois que cela s'est banalisé, c'est dire l'impact positif de Basket FM sur le bonheur de la société. Petite question contractuelle. Sauf erreur de ma part, Guerschon Yabusele, que j'ai redécouvert positivement durant ces jeux, revient en NBA. Cela aura été confirmé d'ici samedi, je présume. Effectivement, Guerschon Yabusele a signé à Philadelphie. Il avait, sauf erreur, un contrat qui devait être racheté par la franchise NBA, les Sixers, qui ne peut, selon le CBA, mettre que 850 000 € maximum, ou dollars du coup, pour faire venir un joueur européen. Sachant qu'il avait un contrat d'environ 2,5 millions, si je ne me trompe pas, comment ont-ils pu réaliser ce coup ? Si j'ai bien compris, la franchise ne pouvait mettre que 850 000, le joueur devant payer le solde. Mais avec un contrat minimum de 2,1 millions en vue, sauf erreur à Philadelphie selon les infos de ce jour, cela lui laisserait un très léger salaire annuel d'environ 300 000. C'est cher payé pour une nouvelle chance NBA ou alors des données m'échappent. Avez-vous plus d'informations sur ce type d'opération ? D'avance, merci. Alors moi, je t'avoue que je sais pas, Théo. Je sais pas si toi, tu as la réponse. Moi, je sais pas du tout. J'ai pas une réponse ferme. Effectivement, ce qui est décrit, c'est habituellement comme ça que ça se passe. C'est souvent les joueurs qui payent de leur poche la différence, sachant qu'effectivement, la plupart ce qui est un peu spécifique au cas de Guerschon, c'est qu'il s'est engagé que pour une saison. Parce que souvent, en fait, les joueurs, quand ça se produit, ils s'engagent sur au moins 2-3 ans, ce qui fait qu'ils payent de leur poche, mais derrière, ils s'y retrouvent. C'est pour ça que le choix de Guerschon ressemble vraiment à un pari sur lui-même, effectivement. Je pense qu'il est persuadé d'avoir les qualités pour se faire une place en NBA.
Il se dit, bon, bah, de toute façon, je tente ma chance, sachant que si jamais ça fonctionne pas cette saison, sa cote au niveau européen n'aura pas baissé. Il va pouvoir revenir en Euroleague et il se trouvera une place dans un très gros club sans aucun problème, avec les mêmes prétentions salariales, j'imagine, que celles qui étaient les siennes jusqu'à présent. Reste la question de la blessure, ça, effectivement, c'est là qu'est le plus gros risque, je pense, dans le cas de Gershon. Maintenant, j'imagine que si il a fait ce choix-là, et si effectivement, c'est bien ce qui est décrit et qui s'est passé d'un point de vue contractuel, c'est qu'il doit quand même avoir un minimum de garantie, que ça soit auprès des Sixers ou d'autres clubs. C'est-à-dire que j'imagine qu'il y avait d'autres équipes, d'autres franchises NBA qui étaient vraiment intéressées par ces services, qui étaient peut-être pas prêts effectivement à payer une clause ou à devoir se mettre dans les problèmes, l'imbroglio que ça représentait de devoir faire sauter la clause de sortie de Gershon. Mais j'imagine qu'il a suscité suffisamment d'intérêt du côté de franchise NBA pour se dire que si jamais ça ne fonctionnait pas par la suite du côté des Sixers, il y aurait d'autres clubs ou d'autres opportunités pour lui. J'imagine que c'est ça. Non, mais c'est ça de toute façon, parce qu'il a, du coup, de sa poche, entre guillemets, il règle 1,8 million d'euros, je crois. Donc c'est une opération qui, sur le papier, est perdante, sauf qu'il espère être suffisamment convaincant pour l'année prochaine, convaincre une équipe de lui donner peut-être 8, 10, peut-être plus, en fonction des performances qu'il fera. Et pour penser au cas où ce serait un échec, ce qui est possible, à cause d'une blessure ou à cause d'un manque de temps de jeu, je me dis aussi qu'à mon avis, dans sa tête et dans la tête de son agent, il doit y avoir aussi le fait de pouvoir regagner cet argent, peut-être pas en Europe, mais par exemple, s'il se dit, bon, je veux absolument regagner l'argent que je n'ai pas gagné là, il peut signer en Chine, par exemple, où le salaire sera supérieur, ou dans des championnats où il regagnera ce qu'il n'a pas pu avoir cette année-là. Après, je pense qu'il a raison, il a que 28 ans, il sort de Super JO. Je ne vois pas aucune équipe, qu'il n'y ait pas d'équipe qui se bouscule pour lui donner ne serait-ce que la somme qu'il a réglée de sa poche, en fait. Il n'aura pas juste un contrat minimum, à mon avis, pour avoir un truc assez sympa, et il a raison de parier sur lui-même. Ça a souvent été de bonnes décisions pour des joueurs, peut-être un peu moins pour des joueurs européens, plus pour des joueurs américains, ça a fonctionné pour certains. Moi, je trouve le pari intéressant parce que c'était un peu à ce prix-là qu'il pouvait revenir en NBA dans une équipe compétitive, en tout cas dans celle qu'il a choisie. Notamment, je dirais qu'à son poste, ça me semble moins risqué parce que finalement, les autres précédents qu'on a parfois de joueurs qui ont fait ça, c'était des joueurs très forts en Europe, mais qui étaient sur des postes de meneur, de deuxième arrière, qui étaient habitués à avoir la balle et qui sont retrouvés dans des situations où en NBA, de toute façon, ils n'allaient pas être responsabilités. Regardez Micic qui a quasiment pas eu de temps de jeu avec OKC, qui finalement a pu montrer des belles choses sur la fin de saison avec Charlotte. Là, à son poste, Gershon, je serais vraiment extrême. Vu son poste, son âge et ses qualités, je serais extrêmement étonné que même si ça se passait moyennement avec Philadelphie cette année, il n'ait pas une autre opportunité en NBA l'an prochain. Je serais vraiment très surpris. Ouais, pareil, il a convaincu tout le monde s'est un peu rappelé. Il partait pas de zéro en termes de code de popularité, parce que à Boston, il avait sa fanbase un peu, et ce qu'il avait montré lui avait déjà garanti une certaine popularité. Et là, il y a plein de gens qui attendaient son retour, notamment avec ce qu'il avait déjà fait avec le Real récemment et avec l'équipe de France. Donc, il part pas de zéro. Donc ça, c'est bien. Et c'est pas genre qui est ce mec, il part pas de zéro, quoi. Le timing de la signature aussi faisait que c'était difficile de toute façon de signer pour plus que ce montant-là si tu veux voulais rejoindre une équipe compétitive, parce que tout le monde est maxed out au niveau du cap, tout le monde est au-dessus du seuil, en tout cas parmi les grosses équipes. Donc celles qui peuvent te proposer un salaire un peu plus élevé sont des équipes a priori faibles, alors que dans un an, il y a des contrats qui arrivent à expiration, et il y aura des équipes qui auront plus de salaire à proposer et se diront ok, Gershon, on est prêt à le signer, comme tu as dit, Shai, pour 8, 6, 8, 10 millions, on va savoir. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, on espère. Enfin, ça va être une des choses à suivre du côté de Philadelphie cette saison, parmi tant d'autres, parce que quand même l'arrivée de Paul George, le retour d'Embiid à 100%, ça va être quelque chose d'assez intéressant. On a une question un peu business après. Je suis content que Théo soit là pour pouvoir y répondre. Business reverse basket session, attention. Okay. Question de Paul. Bonjour messieurs, je profite de ce mail pour vous remercier. Grâce à vos podcasts, mes allers-retours au boulot sont nettement moins pénibles. Ils m'aident à chasser les angoisses du matin et à me vider la tête le soir. Je me suis mis à dévorer les MOOC et c'est à ce sujet que je vous envoie ce mail. Est-il vraiment impossible de se procurer le MOOC de New York de Kobe et le MOOC Playmaker ? J'ai acheté 10 de vos MOOC ce mois-ci. Je vous avoue que de ne pas avoir la collection complète me rend malade. S'il vous en reste un oublié dans un recoin, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous payer par Payly, par PayPal ou virement, et je peux même aller payer votre collègue de Marseille au Black s'il le faut. Merci encore de nous donner l'opportunité de vivre la NBA tout en restant chez nous. Avec vos amis de Bein, le combo est extraordinaire. Salutations du sud-est de la France.
Bon, bah déjà, un grand merci à Paul pour sa confiance et puis son message. Alors, pour le MOOC Reverse, le spécial New York, ça va être dur parce qu'on l'a déjà réédité. C'était déjà une réédition qui est à nouveau sold out. Donc là, je pense qu'il vaut mieux regarder pour l'instant du côté des sites de revente, même si j'ai cru comprendre que la cote était assez haute pour les MOOC. En ce qui concerne Sweet Kobe, il sera quasiment à coup sûr réédité à un moment. On essaiera de faire ça bien aussi parce qu'on s'était vraiment... J'en avais déjà parlé dans un autre CQFR, mais c'était je pense que c'est probablement l'un des MOOC sur lesquels on s'était mis la plus grosse pression, vu les circonstances, vu le timing, vu ce que ça représentait. Donc si on le réédite, et je pense que ça sera fait à l'avenir, on se mettra une pression au moins aussi importante pour faire les choses bien. Puis Playmaker, elle sera certainement ou probablement réédité à l'avenir. Voilà, comme vous le savez, ou peut-être vous le savez pas encore, mais nos MOOC, c'est à chaque fois des éditions limitées, donc il n'est pas dit qu'on les réédite tous. Pardon. Par contre, voilà, celui sur Kobe, je pense que c'est plus que probable qu'il soit réédité à un moment, c'est sûr. Voilà. Et puis, ça peut être une bonne idée d'aller voir Pierre Armand du côté de Marseille pour essayer de négocier quelque chose. Voilà, c'est un peu Guy les bons tuyaux. Ça me paraît être une bonne idée. Question suivante. Encore à nouveau, question chiffre. Je ne sais pas ce que vous aviez cette semaine, mais c'est une question d'Emeric qui nous dit Hello la team, toujours un plaisir de continuer à vous écouter le matin. Ça fait du bien des vidéos avec des points de vue clairs et argumentés, expliqués calmement et sans interruption. Continuez comme ça. J'ai cherché Théo dans la salle lors du États-Unis-Japon, mais 27 000 personnes, ça fait beaucoup. Une question technique sur le CBA. Où va tout l'argent généré par les taxes des fameux aprons? Est-ce que c'est la NBA qui le récupère? Si c'est le cas, elle se retrouve avec le PIB d'un petit État juste avec ça. Ça semble être une règle plus pour faire de l'argent que pour assurer l'égalité de chance des équipes. Qu'en pensez-vous, Keep Up the Good Work? Alors, elle redistribue la taxe, non? C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est redistribué aux autres équipes, en fait. Il me semble, ouais. Celles qui sont sous, justement, le seuil. Celles qui respectent le... Ce qui fait que c'est finalement plus égalitaire que ce qui semblait... c'est pas juste... Il y a bien des moyens par lesquels la NBA... s'enrichit, hein, vous inquiétez pas là-dessus, c'est clair et net. Mais celui-là, ça ressemble plus à effectivement un truc égalitaire pour mettre les chances des gens qui respectent les règles. Il faudrait qu'on se penche un jour sur le classement de ceux qui sont des masses salariales les plus élevées, mais parfois c'est assez fou quand même. Ouais, c'est ça, et c'est le même principe parce qu'il y a un salary cap maximum, et il y a aussi un minimum salarial que les équipes doivent payer, et si jamais elles n'ont pas suffisamment... si elles n'avaient pas suffisamment de joueurs sur contrat pour atteindre ce minimum, le différentiel, il est redistribué aux joueurs qui faisaient partie de l'équipe. Ouais. Donc je me rappelle plus, il y a une année, je me demande si c'est pas le Thunder, il y a une année, ils étaient limite, et les joueurs priaient pour que le Thunder signe pas un joueur en dernière minute de manière à pouvoir toucher une prime en fin d'année. C'était assez marrant. C'est notamment les années où ils prenaient les contrats de Horford, de Al Horford, les trucs comme ça. Exactement. Très bien. Question de Alex. Bonjour, j'ai une question très 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 basique sur les postes de jeu. Pourriez-vous simplement expliquer ce que l'on doit bien savoir faire poste par poste, ou quelles sont les capacités physiques et techniques requises pour chaque poste? Je sais qu'il n'y a plus de poste type, mais c'est juste pour avoir un meilleur aperçu. Merci beaucoup pour votre travail. Les 5 étoiles sont données depuis longtemps. Signé Alex. Je te propose qu'on commence chacun. On fait plutôt poste par poste. Enfin, on fait poste par poste, mais on dit chacun notre tour pour tel poste. Oui, c'est une bonne question parce que je serais tenté de dire, moi, je suis trop positionless basketball, quoi. Apprends à tout faire mais allez, meneur de jeu. Quel serait le plus important? Bon, la vision du jeu, déjà, c'est tout con, mais c'est pas que pour la main, mais je mettrais la vision du jeu. Ouais, une forme de leadership. Qu'est-ce que tu rajouterais, Théo? Moi, je mettrais vision du jeu et compréhension, quand même des moments clés, etc. Bien sûr, il faut quand même un minimum d'une capacité à porter le ballon. Hein. Ça semble ridicule, mais il faut quand même que tu sois capable de ne pas te faire prendre la balle. Et maintenant, ce qui s'est rajouté par rapport à avant, c'est que tu dois pouvoir shooter aussi. Tu peux plus simplement être un meneur organisateur si tu veux être sur le terrain. Maintenant, c'est vrai à tous les postes, mais à celui-ci en particulier. Ouais, c'est ça. Je sais pas si parce que c'est vrai que nous a dit, même pour la qualité physique... c'est dur aujourd'hui, ça dépend si on parle au niveau amateur ou au niveau pro. Parce qu'au niveau pro, maintenant, au niveau de la taille, tu te fais vite abuser défensivement, par exemple. Donc, c'est plus pratique de ne pas être tout petit
ou alors ça t'oblige à être vraiment très 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 fort sur les autres aspects. Enfin, c'est comme ça que je le vois, parce que maintenant les joueurs de très petite taille sont de moins en moins utilisés même à la main. On a des meneurs de grande taille. Tu vois, les dernières fois que Isaiah Thomas était dans des rosters avec un rôle important, vous voyez qu'il était ciblé parce il est petit et pas très tanké non plus, par exemple. Après, c'était vraiment particulier parce qu'il était vraiment tout petit. Et Ouais. c'était pas vraiment un. Enfin, Ouais, c'était il avait un de meneur arrière dans le corps d'un bah ouais, meneur. Ouais. c'était plus un scoreur qu'un meneur tel qu'on le dit, je pense. C'est une vraie question d'ailleurs sur combien y a-t-il de vrais meneurs de jeu, la définition qu'on vient de donner Mm. nous en NBA. En fait, il n'y en a pas des masses, quoi. Parce que là, pareil, sur l'arrière, tu vois, on pourrait reprendre le côté porter la balle. Parce que tu vas jouer beaucoup de pick and roll, donc tu as intérêt quand même à avoir de l'aisance en dribble. Faut que tu aies un shoot. Et là, c'est sûr, de toute façon, comme tu as dit, ça va être sur tous les postes. Je pense poste 1, 2, 3, c'est. Mais c'est pas juste une capacité à shooter, je pense, sur les postes 1 et 2. Faut que tu aies aussi une capacité à shooter en sortie de dribble. Et c'est pas la même chose que juste shooter en spot-up. Je mettrais cette petite nuance. Donc, pareil, sur poste 2, ouais, faut que tu aies des qualités de percussion aussi, je dirais. Je pense que sur les deux postes, les deux postes Ça se d'arrière, faut ressemble, que en fait. qui résume un petit peu, c'est que tu sois capable de créer pour toi et pour les autres, quoi. Donc effectivement, ça veut dire pouvoir shooter, pouvoir fixer Créer la des défense en décalages. pénétrant. Voilà, exactement, créer des décalages, ressortir la balle. Après, maintenant, c'est dur parfois de faire la différence entre un poste 2, un poste 1. Les meneurs sont quasiment tous scoreurs. Si tu es poste 2, on va te demander malgré tout d'apporter de la création. Donc c'est vraiment deux postes. Pour le coup, tu as l'impression que c'est effectivement peut-être uniquement la taille qui va différencier l'un de l'autre dans certains cas, mais c'est à peu près les mêmes Bah, exigences, je maintenant, pense. maintenant, il y a eu l'avènement des combo guards, quoi, aussi. C'est ça, depuis quelques années, on dit des combos, quoi. Mm, Mais parce qu'en fait, on devrait appeler ça des guards. On devrait exactement. appeler juste, enfin, au final, shooting ou point guard, au final, ça reste guards, tu vois. Il y a les guards, les forwards et les centers, quoi. Il y aurait 3 postes, grosso. D'ailleurs, en NBA, je sais qu'il y a beaucoup de franchises qui fonctionnent comme ça. Elles ont les wings, bigs Mm. et guards. Donc, il y a ceux qui jouent ceux qui ont la balle sur les pick and roll, donc que ce soit un 1 ou un 2. Les wings qui vont être plutôt shooters, on va y venir, ou qui étirent le jeu, et les bigs, c'est ceux qui viennent poser les écrans justement sur les pick and roll. Parce que Ouais. là, si on passe au poste 3, bah évidemment, il y a le shoot, mais il y a aussi une capacité à réceptionner tirer. Mais pareil, au final, si tu sais jouer des pick and roll, c'est toujours bien. En fait, il y a plus vraiment de règles. Et je dirais, il y a un truc qui est trop souvent sous-estimé chez les ailiers, c'est la capacité à te déplacer sans le ballon. Parce qu'en Ah, fait, c'est clair. parce que J'allais le dire. normalement, par définition, quand tu es ailier, tu vas avoir le ballon pour finir, mais tu vas pas être celui tu auras moins de temps avec la balle entre tes mains pour dribbler. Et du coup, faut que tu aies une vraie capacité à jouer sans le ballon, que ce soit courir, poser des écrans toi-même, trouver l'espace où te placer, où aller couper, etc. Ça me semble être des notions essentielles. Pour moi, la définition même de l'ailier moderne, là, c'est le Michael Bridges des Suns, en fait. Tu défends fort, tu peux mettre le tir à 3 points si on te donne la balle et que tu es démarqué, et tout le reste du temps, il faut que tu sois en mouvement pour aider et faire bouger la défense et pouvoir être dans ce que tu disais, Antoine, dans un rôle de finisseur. Et je rajouterais, ouais, la défense, maintenant, c'est... Si tu es un wings, il faut que tu puisses défendre sur plusieurs postes et en gros sur les meilleurs arrières, sur les meilleurs extérieurs adverses, à moins d'être un spécialiste du tir. Et il faut que tu apportes du rebond. Bien sûr, si tu es un meneur, si tu es un deuxième arrière, on va te demander de prendre des rebonds aussi. Mais si tu es un ailier, il faut aussi que tu puisses aller chercher des rebonds. Ouais, et puis la frontière elle est de plus en plus poreuse entre les postes 3 et les postes 4. Maintenant, j'ai l'impression que tous ceux qui arrivent, ils sont quasiment capables de jouer 3 et 4. Alors qu'avant, il y avait quand même une nette séparation entre le power forward et le shooting et le small forward, pardon. Là, maintenant, c'est un peu plus. Tu vois, Michael Bridges, ça te choque pas si je te dis qu'il peut jouer. Enfin, tu peux le mettre 4, tu peux le mettre 3, c'est pareil. Il y a plein de joueurs comme ça maintenant. Oui, c'est clair. Où tu regardes Anunoby, finalement, qui joue. Là où il est le plus efficace, c'est quand il joue 4, alors que si tu regardes, en Ouais, fait, il a plus le physique d'un deuxième Ouais, arrière, même, que clairement. Ouais. d'un poste 4. Donc, c'est assez marrant. Finalement, le poste d'ailier fort, c'est peut-être celui qui a quasiment disparu, parce qu'en fait, à mesure qu'on a demandé au pivot de pouvoir étirer les défenses et de tirer, et parfois de créer le jeu, comme c'est le cas de Jokic quand il est au poste haut, voilà, c'est le poste d'ailier fort strict qui a un petit peu disparu. Si on devait le définir, je pense que c'est ce que tu as donné, les informations que tu as données sur le poste d'ailier, Shai, et je rajouterais quand même avoir une capacité à pouvoir jouer dos au panier, même si ça ne veut pas dire qu'on va écarter la défense pour donner la balle dos au panier, mais je pense que tu as peut-être... il faut que tu aies une capacité à jouer un peu de post-up, quoi.
Moi, je vais rajouter un truc sur le poste d'ailier fort. Ça s'applique peut-être plus à du FIBA qu'à de la NBA, mais moi, j'aime bien les 4. Je définis comme un 4 des mecs qui peuvent aussi jouer face au panier, justement, mais en tête de raquette. Et Ouais, pourquoi je parle de FIBA? Je pense notamment à de la zone, mais là, on rentre presque voilà, sur du basket européen ou limite du basket amateur. Mais j'estime que un 4 dans mon équipe, il doit être capable de réceptionner la balle au poste haut et lire le jeu, lire ce qui se passe. Est-ce qu'il doit servir son 5 qui est en train de rouler, qui est une connexion entre le 4 et le 5? Est-ce qu'il est capable de prendre son tir à mi-distance, donc d'avoir au moins un bon tir à mi-distance, au moins, s'il est fort à 3 points, tant mieux, mais au moins un bon tir en tête de raquette pour prendre le shoot s'il voit qu'il a l'espace, ou une capacité de drive, etc. C'est des choses que j'attends chez un 4 avec un peu plus de bagage technique, même si ça fait un peu cliché, et peut-être même et du coup une certaine qualité de passe, parce qu'il y a la passe dessous et il y a la passe aussi sur les deux ailiers, par exemple, ou sur les côtés, s'il y a un tir à 3 points ouvert sur les côtés. Voilà, il y a une certaine qualité de lecture et qualité de passe que je rajouterais chez l'ailier fort, mais ça fait peut-être un peu, comme tu l'as dit, ça fait peut-être un peu ancien ou trop européen, je sais pas. Non, je pense que tu as raison. Alors, je vais citer des exemples à l'ancienne, mais Boris Diaw, c'est l'exemple parfait de ça. Quand on regarde comment il jouait aux Spurs, ou plus avant, Chris Webber. Voilà, c'est exactement ça, quoi. Pouvoir, comme tu disais, c'était des maîtres du poste haut, en fait, à lire les coupes, à lire les décalages, à pouvoir sanctionner si besoin s'en faisait ressentir. Donc, non, je suis tout à fait d'accord avec ta définition, Antoine. Et aujourd'hui, est-ce que le poste 4, il doit pas aussi savoir jouer ce nouveau poste un peu hybride qui est arrivé de small five, quoi. J'ai l'impression que les 4 maintenant, c'est des pivots. Ils doivent jouer, ils doivent être capables d'être pivots de petite taille pour avoir un temps de jeu conséquent. C'est plus juste des postes 4, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de poste 4. C'est des ailiers qu'on fait jouer 4 et que finalement, derrière, ceux qui étaient 4, qui étaient 4 5. Purs, il faut qu'ils s'écartent et ils jouent 5, en fait. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Et sur le 5, du coup, si on passe sur le 5, dans le basket moderne, en tout cas, je pense qu'il faut du rebond, il te faut une capacité à protéger le cercle d'une manière ou d'une autre, et puis maintenant, il te faut du tir. Parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir simplement te donner la balle au poste bas. Donc, enfin, je reprends ce que je vais dire. Il te faut soit du tir, soit une qualité de passe alliée à d'énormes qualités de jeu posté. Je pense que c'est les deux prérequis. Voire même de la verticalité, moi je rajouterais aussi, en fait. Si t'es 5, faut que tu aies une forme de verticalité. Ouais, faut que tu aies des qualités athlétiques. Si t'es pas un shooter, faut que tu aies des sacrées qualités athlétiques, soit par ta mobilité ou par ta puissance ou par ta capacité à monter très haut. Ou te servir de ta taille, comme Jokic finalement, qui est pas du tout explosif, mais c'est toujours impressionnant de voir le nombre de rebonds offensifs qu'il prend, par exemple. Ouais. Alors qu'il va pas les chercher sur sa vitesse, mais par contre il se sert de sa verticalité en fait, en étant ces petits sauts. Franchement, moi je me tape des délires juste à le regarder au rebond offensif, quoi. Il saute, on dirait des tout petits sauts, alors que autour de lui tout le monde a plus de détente que lui. Tous les joueurs, même la moitié des arbitres ont plus de détente que lui, et pourtant hop, il va rater le tir, il va revenir tout de suite parce qu'il a tout le temps les bras en l'air. Si on regardait Jokic, il baisse jamais les mains, il a toujours les mains en l'air, il reprend la balle, il remet dedans. Et je pense que ça colle avec ce que tu disais, Antoine, sur la verticalité. Que c'est pas forcément uniquement une question de détente. On peut passer au poste d'arrière latéral droit maintenant ou de... C'est pour attends, faut qu'on fasse une version pour France Télé, sinon si t'es ailier droit, c'est un peu différent de si t'es ailier gauche, quoi. C'est ça. Non, on a fait le tour des postes. J'espère qu'Alex, tu seras satisfait de la réponse sur la définition un peu de ce qu'il faut pour chaque poste. On a ensuite une question de Ricology. Salut les gars, j'ai une question basket et une non-basket pour vous si ça ne vous dérange pas trop. Ma première concerne vos pronos way too early pour la saison NBA à venir. Si chacun vous deviez choisir une seule équipe surprise qui surperformera par rapport aux attentes de début de saison, quelle serait-elle? Je vous poserai la deuxième question après parce qu'elle n'a effectivement rien à voir. Après, le truc, c'est comme par définition, c'est par rapport aux attentes de début de saison, mais tout le monde n'a pas les mêmes attentes pour les mêmes équipes. Donc, c'est toujours ça. Le petit truc un peu délicat. Je suis en train de réfléchir. Vas-y, Antoine. Je te jette sur le roue du bus. Non, je suis aussi en train de réfléchir. Je dirais que les Grizzlies feront mieux que ce que certains peuvent penser. Je pense que Memphis pourrait se relever un petit peu. Je le tournerai comme ça. Et après, surprise, ça dépend parce que
Enfin, je sais pas, est-ce que les Suns, ça compte comme une surprise si les Suns terminent dans le top 3? Est-ce que c'est une surprise si les Suns Je sont dans le pense top pas. 3 à l'ouest? Tu vois, Non plus, ouais. c'est pas vraiment une surprise. Donc, Alors, si tu dis Memphis top 4 ou top 5, ça peut être considéré comme. non, je les vois pas aussi haut, Shai. N'abuse pas. Je N'abuse pas de mon je enthousiasme. peux tester un peu, voir jusqu'où tu étais prêt à aller. Tu vois, alors que N'abuse moi, pas de mon enthousiasme. Non, mais je pense que Memphis, par exemple, comme il y a eu une année sans, on verra quand les classements, notamment des médias US, sortiront, mais je pense que les Grizzlies seront loin de certains classements, alors que je pense que c'est une équipe qui est pas si loin que certaines franchises, pas si loin de certaines franchises qui ont accroché les playoffs, par exemple, cette saison. Donc, je dirais les Grizzlies, allez. Allez, Pas maxi convaincu par moi-même, pardon. Ouais, moi non plus, je suis pas hyper convaincu. J'y réfléchissais. Il y en a une, mais je pense que ce sera pas forcément une surprise. Je pense que Houston sera plutôt bon cette année. C'est ce que j'allais dire. L'autre, je vais reprendre un pari. C'était le même que l'an dernier. L'an dernier, je me suis planté complètement. Mais Atlanta. Parce que je trouve que cette équipe, elle a quand même du talent. Je continue à pas comprendre totalement pourquoi ça a aussi peu marché l'an dernier. Et je trouve qu'il y a peut-être un effectif là qui sera plus facile pour que Quinn Snyder en tire beaucoup. Donc, allez, je vais dire Atlanta. Ok, moi j'allais dire Houston aussi. Bon, Memphis, ouais. Je pense pas que Memphis peut faire top 5 par exemple. Alors que il y a un scénario, il y a un chemin, à mon avis, pour que les Rockets fassent top 6 par exemple. Ça paraît haut parce que l'Ouest est quand même fort et qu'ils sortent d'une saison où ils n'ont même pas été en play-in. Je pense que les Rockets peuvent être l'équipe surprise à l'Ouest cette année. Mais pas top 3 non plus, hein, mais je pense qu'ils peuvent. Leur bilan peut être bien supérieur à celui de l'année dernière et je les vois même capables d'accrocher peut-être un premier tour d'entrée sans passer par le play-in. Il faut évidemment que certaines équipes se croûtent un peu, hein, sinon ça ne marchera pas. Mais ouais, bon, moi ce serait Houston. Ouais. C'est plus facile d'imaginer des équipes qui vont se casser la gueule ou qui vont se planter que d'imaginer celles qui vont être une surprise, notamment parce qu'au final, tu sais pas trop quelles sont les attentes de chacun sur qui sera bon. Il y en a, tu sais, notamment pour celles où tu te dis que ça va se planter, tu sais que beaucoup de gens les attendent. Tu sais que les Knicks vont être attendus cette saison après leur saison dernière. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Tu sais qu'il y a une confirmation qui est attendue un peu plus simple. Ouais, ça dépend effectivement de quelles sont les attentes. Parce que je repense à mon choix là sur Atlanta, parce que je pense que les attentes devraient être assez faibles, mais quand je dis surprise, je m'attends pas non plus à ce qu'il passe 2 tours de playoff. Hein. C'est pas ça que je voulais dire. Et puis de toute façon, s'ils jouent les playoffs, déjà ce sera une surprise. Enfin, s'ils sont. De toute façon, on sait tous que c'est le Heat qui sera l'équipe surprise, donc je pense qu'on peut passer. Voilà. Ça peut. J'ai hésité. Franchement, j'ai hésité. Je me dis qu'il y en a qui vont enterrer le Heat et Miami peut faire une saison très intéressante. On verra bien. Deuxième question de Ricologie qui effectivement n'a rien à voir. Ma deuxième question est un peu musicale vu que je sais que dans vos différentes émissions, vous sortez un peu du cadre du basket. Je sais que notamment Théo et Pierre Armand sont de grands mélomanes et je me demandais si vous étiez aussi des amateurs de concerts. Et si oui, pouvez-vous répondre à ces questions chacun? Quel est le dernier concert auquel vous avez assisté et quel est le prochain auquel vous assisterez ou avez envie d'assister? Merci. Moi, je crois que le dernier que j'ai vu, c'est Nino, je crois. Je sais pas, mais ça date. Donc en fait, je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a un concert que j'aurais oublié entre temps? Mais pas aller voir Nena en Allemagne. Non, je suis pas allé voir de concert en Allemagne. Donc non, moi, le dernier concert que j'ai vu, c'était Nino. D'accord. Et j'en ai pas vu des masses en même temps des concerts. J'ai vu Nas en concert quand même à Paris. C'est beau ça. C'est pas mal. J'ai vu Kondo, que tu aimes bien, Théo. Oui, Je pourrais vous citer les concerts que j'ai vus, je n'avais vraiment pas vu beaucoup. Mais du coup, je n'ai aucune idée de ce que sera mon prochain concert. Voilà. Là, tu vas pas voir la reformation de Tokyo Hotel à Berlin. Certainement pas. Théo? Moi, j'ai l'impression que le dernier concert auquel j'ai assisté, c'est Johnny Hallyday, vu le nombre de fois où on s'est tapé allumer le feu pendant les Jeux Olympiques. C'était catastrophique. Mais non, le dernier concert auquel j'ai assisté, moi, c'était José James, un chanteur, alors j'ai envie de dire chanteur de jazz pour faire court, mais multiples talents. Et le prochain que je vais aller voir, c'est le concert de ce groupe-là dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans Hoop Culture. C'est le concert de Hiatus Coyote, groupe australien que j'adore. Et voilà, ça sera le prochain. Après des concerts, j'ai eu la chance d'en voir un paquet, mais ça, c'était le dernier et ça sera le prochain. C'est fort, comme Théo, il arrive à ça. Tu vois, il y a une question comme ça, bam, il te sort le vinyle direct. Ça se trouve, il a inventé un groupe. Exactement. Exactement. Moi, le dernier que j'ai dû voir, je crois que c'était un concert de TT à Paris.
chanteur français à la faveur de l'automne, tout ça, que les gens connaissent peut-être. Et le prochain, j'ai des places en décembre pour aller voir Falling in Reverse, un groupe à moitié hip-hop, à moitié métal. Voilà, donc au Zénith, en décembre prochain. Voilà. Sympa. Voilà. Non, ça va. Je m'attendais à connaître aucune des références que vous allez sortir. Finalement, il y a que la dernière que je connaissais pas. Je le ferai écouter dans un Hoop Culture, comme ça on se crée d'un C4. Parfait, c'est parfait, avec grand plaisir. Prochaine question qui nous vient de Fabien. Salut à toute l'équipe, merci pour le divertissement pendant l'été, même si à cause de vous, je n'ai pas déconnecté comme je l'aurais aimé, et ma copine ne vous remercie pas. Je suis un gros consommateur de jeux vidéo, notamment de basket, et j'aurais aimé savoir, petit 1, quel était le jeu vidéo de basket sur lequel vous avez les meilleurs souvenirs, et petit 2, si vous jouez à des jeux vidéo ou si vous jouiez à des jeux vidéo avant, quels étaient-ils, indépendamment des jeux de basket? Merci. Moi, je vais commencer par répondre. Je suis absolument pas un gamer. J'ai quasiment jamais joué à des jeux vidéo. Je serais incapable de vous dire quelle était la. Enfin, à part sur Amstrad CPC 6128 pour les plus anciens des plus anciens. Donc à part Shinobi en 90, je pense que j'ai aucune réponse à vous apporter. Donc je vais vous laisser la main là-dessus. Ça vient, vas-y Antoine. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai beaucoup joué. Alors, celui sur lequel j'ai les meilleurs souvenirs en tant que jeu de basket, peut-être NBA 2K9, des saisons extraordinaires avec Carmelo et les Nuggets. Voilà, ça, j'en ai des très très bons souvenirs. NBA Live, le tout premier que j'ai. Non, NBA Hang Time avec mon frère, avec mes cousins. Donc c'est le NBA Jam mais version Nintendo 64, le NBA Hang Time, assez extraordinaire. C'est celui où tu n'as que 2 joueurs et tu peux Dennis Rodman, tu peux lui changer la couleur des cheveux et surtout tu peux créer tes persos. Et moi j'adorais faire des petits meneurs tout gros. je mettais le maximum de largeur possible, le minimum de taille, comme ça. Et c'était un cube et je le faisais tirer à 3 points. Ça, moi aussi, mais c'est parce que du coup je m'identifiais à eux, tu vois. Non, moi c'est l'opposé de moi, mais j'adorais faire ça quand on jouait avec mon frère. NBA 2K11 aussi, parce que Derrick Rose et les Bulls, ça c'est pour les jeux de basket. Après, donc il y a eu plusieurs NBA Live, NBA Live 99, 2000. J'ai beaucoup joué NBA Live 2003, je crois que c'était avec mon petit frère. Et hors jeu de basket, c'est un jeu ancien, ça parlera peut-être à certains, mais Age of Empires 2, et j'y joue encore, et j'y joue encore beaucoup. Après, sur Play, j'ai joué à plein de trucs, hein. J'ai joué à Call of énormément, j'ai joué à Red Dead Redemption, j'ai joué à FIFA, mais je touche plus à ma Play, là, honnêtement. J'ai passé ce cap, ça y est. On a dépassé l'âge, c'est ça? Ouais. Mais moi aussi, hein, j'ai beaucoup joué à une époque et je joue quasiment plus. Ou alors, après, moi à la maison, j'ai une femme et une fille qui sont un peu des gameuses, donc parfois je me remets un peu dedans, mais elles jouent beaucoup plus que moi. Pour les premiers jeux, moi j'ai vraiment le souvenir de NBA Live 95 sur Super Nintendo, où il n'y avait pas Michael Jordan. Ouais. Où, mes joueurs préférés, c'était Nick Van Exel et Steve Kerr. Tu pouvais shooter de n'importe où, ça rentrait. Donc ça, c'est les premiers auxquels j'ai joué. Après, j'ai aussi quand même pas mal joué au NBA Live. Celui sur Dreamcast, notamment, j'avais joué chez un pote. Je ne sais plus lequel c'était sur Dreamcast. Peut-être 2001, un truc comme ça. Mais voilà, pour les jeux de basket. Et jusqu'à encore il y a très peu de temps, je jouais à NBA 2K tous les ans, un petit peu avec ma sœur notamment. Mais là, j'ai effectivement complètement arrêté. Et pour les autres jeux, moi, j'étais un gros fan et gros consommateur de RPG. Je joue au Final Fantasy et trucs comme ça. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Et le seul jeu auquel je joue encore aujourd'hui et qui n'est pas un jeu de basket, c'est Football Manager. Tous les ans, c'est le seul jeu que je prends. Donc, si vous ne me voyez pas là pendant plusieurs jours, c'est pas que je suis en train de me dorer la pilule à la plage, c'est juste que j'ai lancé Football Manager et que j'essaye de faire gagner la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille. Voilà. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu es plutôt à prendre, parce que je connais des mecs sur Football Manager, tu vois, ils vont prendre Créteil et leur délire, ça va être de mettre. Je disais ça pour la blague parce qu'en fait, je prends jamais Marseille quasiment. Je vais faire des championnats improbables. Je vais en D2 islandaise, en Norvège et tout. Et j'adore ça. J'adore ça. Parce que c'est beaucoup plus gratifiant que de prendre des équipes fortes et de les gagner. Tu vois. Dans 99-2000, j'ai gagné la Ligue des Champions avec Passy sur quand même. Voilà. Ça, c'est beau, ça. Ouais, dans les fiertés de ma vie, il y a la naissance de ma fille et puis il y a le gain de la Ligue des Champions avec Passy sur Football Manager en 1999. Voilà. C'est beau.
En Voilà. y réfléchissant, quand même, j'ai retrouvé un jeu de basket auquel j'ai joué chez mon pote Laurent, à qui je passe le bonjour, qui s'appelait NBA Street Volume 2. Ah C'était un oui. jeu de 3-3 où tu pouvais choisir des stars NBA pour composer ton équipe de 3-3. Et il y avait notamment un move que j'adorais qui s'appelait le Back to Papa, où tu mettais la. C'était un head bop, là, tu mettais la balle sur la. Non, ça, c'est tu l'as jeté contre la planche, tu l'as récupéré, mais tu pouvais aussi mettre la balle sur la tête du défenseur. C'était en plein dans les années N1, donc j'ai passé un Ouais. peu de temps à jouer à celui-là, mais c'est plus un truc de niche. Bah, tu vois, quand même. Eh oui. Il y avait quelque chose. Et puis Shinobi, c'est pas rien non plus, Ah, tu vois. Shinobi, attends, ouais. C'est culte. Pour jeter des étoiles de ninja dans ta chambre, il n'y a pas mieux hein, pour t'entraîner. Très bien. Voilà pour le passage jeu vidéo. On a une dernière question qui est un start bench cut qui nous est proposé par Hassan. Hello à tous, j'ai vu que vous faisiez des start bench cut récemment, donc j'ai voulu vous en proposer un petit. Si vous avez envie de vous justifier, libre à vous, mais ça peut juste être le choix du cœur. Les 3 joueurs que je vais vous citer ont un point commun. Ils font partie des snobés du classement des 75 meilleurs joueurs all-time désignés par la NBA. Donc le start bench cut d'Hassan, c'est Pau Gasol, Dwight Howard et Chris Bosh. Voilà. Ouais, moi, je commence si tu veux. Moi, je start Pogazol. C'est l'ensemble de sa carrière. Je prends la NBA, je prends la FIBA. Joueur très élégant, très 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 fort, plus fort que ce que ses stats ou son passage NBA ne laissent penser. Kobe, il a jamais 5 bagues s'il n'y a pas Pogazol qui se retrouve aux Lakers. C'était un des meilleurs joueurs de la ligue, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Voilà. Donc Pogazol en start, en bench, mettre Dwight Howard. Même si là, si j'avais fait que sur le cœur, j'aurais mis Chris Bosh. Mais Dwight Howard quand même sur le bench, parce que physiquement, c'était quand même un monstre, c'était un sacré animal pendant quasiment 10 ans. C'était une menace, je pense que c'était ça le meilleur terme. Et ouais, du coup, je cut Chris Bosh, que personnellement, j'aimais beaucoup. J'aimais bien le style du gars. Après, voilà, j'aimais pas l'équipe du hit avec Chris Bosh, Dwayne Wade et LeBron James. J'avais vachement envie de les voir perdre. Ouais. Mais c'est vrai que lui, je l'aimais bien. Mais voilà, j'ai l'impression que les deux au-dessus, quand même, on est sur du pédigré supérieur. Ben moi, je vais avoir les mêmes que toi, en fait. Pas au Gasol. Là, je me suis même pas posé la question. C'était sûr que je startais. Derrière, c'est dur parce que, comme toi, en fait. Je pense que je préfère Chris Bosh en tant que joueur. Mais par contre, c'est fou parce que j'ai jamais forcément été fan de Dwight Howard. Mais j'ai l'impression que maintenant, il fait partie des mecs dont la carrière est la plus sous-cotée, ou du moins, on sous-estime son prime. C'est un mec qui a dû finir, je crois, 2e dans le vote de MVP, qui a pu emmener son équipe jusqu'en finale NBA en tapant les Cavs avec LeBron, en tapant les Celtics, si je me trompe pas, quand ils sont allés en finale NBA. Et ouais, c'est un mec qui a été une force, c'est ce que tu as dit, je crois, Antoine, une machine dominatrice quand même impressionnante pendant un prime qui a été court. Et je maintiens que s'il avait abrégé sa carrière pour X raisons, blessures ou autres, il serait vu différemment aujourd'hui, et que finalement d'avoir continué à jouer, d'avoir accepté des rôles mineurs, d'être parti jouer à Taïwan, etc., ça a finalement participé au fait qu'on ne le considère plus comme un joueur fort. C'est un mec qui était 3 fois meilleur défenseur de l'année. Bref, voilà. Je le bench pour ça, pas pour le cœur non plus comme toi, Antoine. Je pense que je préférais Chris Bosh pour notamment sa polyvalence. Mais ouais, donc je coupe Chris Bosh, qui est aussi un joueur sous-coté, je pense. Et tu disais dans le succès du hit, c'est toi, Shai, qui a fait un papier, notamment dans le dernier MOOC Rivers, la réédition du MOOC Défense, là, sur Chris Bosh, où effectivement, je pense que c'est un mec dont on sous-estime toujours l'importance qu'il a eu au sein du hit et à quel point il a pu être novateur en fait en étant ce dont on parlait tout à l'heure, une espèce de stretch 5 à s'écarter et à pouvoir défendre le cercle. Ça n'existait pas avant lui. Ouais. Moi, je vais faire juste avec le cœur. Je vais pas intellectualiser. Je vais mettre Superman Dwight Howard je vais le starter en tout cas parce que j'ai adoré son prime en tant que fan du Magic, voir le Magic revenir sur le devant de la scène avec cette espèce de domination athlétique exceptionnelle. Alors bon, ces 3 titres de meilleur défenseur, il jouait plus au volleyball qu'il faisait de la défense à proprement parler, si vous regardez les compilations. Mais c'était un joueur électrisant, c'était un joueur qui, sur la première partie de sa carrière, qui était enthousiasmant parce il souriait tout le temps, il était de bonne humeur, il kiffait être là en fait. Et qui fait incarner le Magic et le rendre compétitif. Donc, effectivement, c'est un joueur que je pense très sous-coté. Et c'est son départ aux Lakers, en fait, je pense. Le fait qu'il ait suivi le même chemin que Shaq,
Déjà, il y avait cette espèce de rivalité avec Shaq qui aimait pas trop qu'on le compare à lui. Donc, j'ai pas aimé ce choix de carrière et je pense que ça l'a pas aidé après, même s'il a continué de faire des saisons très très correctes jusqu'à petit à petit prendre les rôles que tu as évoqués, Théo. Mais ouais, Dwight Howard en start. Euh, Moi aussi, j'aime bien Chris Bosh. C'est fou parce qu'on est tous les trois à dire qu'on aime bien Chris Bosh et je crois qu'on va le cut tous les trois. C'est aussi un joueur sous-coté et que ça a l'air d'être un mec top en plus. Et il est né un tout petit peu trop tôt, je pense, parce qu'aujourd'hui, ce serait un joueur incroyable, je pense, encore plus fort que ce qu'il était déjà à l'époque. Mais Gasol, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, joueur incroyablement complet, incroyablement élégant, mec hyper sympathique en plus, et qui, pour ne rien gâcher, est né un 6 juillet comme moi, donc je suis obligé de le mettre en. Ça va, toi, Pau Gasol, Zion Williamson. Ouais, George Bush aussi, mais bon, voilà. Lequel? Celui qui a George déclenché Bush, une guerre? Lequel? L'idiot, George Bush Junior. Ok. Le dernier. Voilà, donc je répète, Dwight Howard en start, Pau Gasol en bench et en cut, Chris Bosh, qu'on aime bien quand même. Voilà pour les questions, les gars, pour cette semaine. Ouais, merci à tous encore une fois. Ça fait très plaisir de pouvoir vous répondre, de voir ce qui vous interpelle justement. Je rappelle que vous pouvez envoyer votre question sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Voilà, donc si vous avez une question pour nous, n'hésitez pas. Le podcast de la semaine est toujours disponible. Théo, voilà, merci. Signe de tête. J'allais te demander, est-ce que tu sais à peu près vers quelle période vous allez reprendre les Hoop Culture? Ouais, on devrait reprendre la première semaine de septembre. Là, on est encore un petit peu. On recharge un peu les batteries, on prépare la rentrée tranquillement. Donc, ça devrait reprendre la première semaine de septembre. Une fois que Pierre Armand a fini son deal de MOOC New York, il est prêt et vous pourrez recommencer. Voilà, exactement. Yes, donc voilà, sachez que bientôt, le dimanche, vous pouvez retrouver les Hoop Culture, sera à partir de septembre. Vous avez l'info. Et puis nous, on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR avec Shai. Ciao, ciao. Ciao. Ciao à tous.